Ravi de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans ce Talk Afrique. Environ 12 pays africains sont touchés par le Covid-19 et plusieurs mesures drastiques ont été prises par les autorités africaines de quelques pays pour éviter la propagation du virus sur le continent. Le continent, justement, en subit les conséquences économiques, notamment du fait de la limitation au strict minimum des déplacements des personnes et de la chute des cours des matières premières. Les compagnies aériennes africaines pourraient perdre donc jusqu'à 400 millions de dollars cette année à cause de l'arrêt des liaisons vers la Chine. Quelles sont les conséquences économiques que cette pandémie pourrait avoir sur le continent? Comment l'Afrique pourrait-elle éviter le pire? On en parle avec nos deux invités, El Hadj Aliou Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, spécialiste en économie internationale. Bienvenue dans ce Talk Afrique. Merci. Merci. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Et en face de vous, Monsieur Idrissa Djandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. Merci de répondre à notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, Monsieur Diouf, l'Afrique est touchée par le Covid-19 et l'économie africaine semble être menacée. Quels sont les secteurs qui sont en danger? Oui, merci pour votre question. L'Afrique, comme le monde entier, est menacée. Il y a une panique au niveau de l'économie mondiale. C'est normal parce que quand on arrête toutes les chaînes d'approvisionnement, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, pratiquement beaucoup de pays, même des pays européens, je ne parle pas uniquement de la Chine, l'Amérique, vous avez vu, beaucoup de pays ont aujourd'hui interdit les transports, qu'ils soient aériens, qu'ils soient maritimes. Le fret maritime est frappé. Et le fret, c'est le transport de marchandises. Ce n'est pas simplement des marchandises, des produits de consommation, mais des fois, c'est des intrants. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir de sérieux problèmes s'ils importent des intrants de pays qui, touchés par le coronavirus, ont aujourd'hui fermé, par exemple, leurs ports. De toutes les façons, puisque le cœur de l'épidémie est en Chine, et si vous prenez les 10 ports les plus importants du monde, pratiquement les 7 sont des ports chinois. Donc ça veut dire que l'économie mondiale va être touchée parce que l'approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement vont connaître des ruptures qui vont se répercuter sur le fonctionnement des entreprises. Donc des entreprises vont être à l'arrêt, ça veut dire que des salaires ne seront pas payés et à partir de ce moment, on verra un peu des difficultés pour certains. On aura aussi des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, puisque du fait de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, on risque de connaître aussi des pénuries. Si vous prenez certaines céréales fortement consommées dans les pays africains, comme le riz, comme le mil et le sorgho, ça posera des problèmes s'il y a des ruptures d'approvisionnement. Mais pour l'Afrique, ce qui est vraiment peut-être plus inquiétant, c'est un peu le déficit des services de santé, le déficit en produits pharmaceutiques, donc en approvisionnement pharmaceutique. S'il y a des ruptures, parce que justement les avions ne peuvent plus venir, les bateaux ne peuvent plus venir, ça peut poser un certain nombre de problèmes. D'autant plus que déjà, on le sait, l'Afrique connaît un déficit en matière de structures de santé, un déficit en matière de personnel de santé. Il y a lieu ici de prendre vraiment très rapidement des mesures d'anticipation, avant même que la crise ne s'installe totalement en Afrique. Pour le moment, elle est au début, donc je pense que les gouvernements devraient vraiment, les États devraient vraiment conjointement essayer de résoudre ce problème-là et de prendre les mesures qu'il faut dès maintenant. Alors, Monsieur Djandi, Monsieur Diouf disait tout à l'heure, beaucoup de secteurs sont en danger. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Oui, merci pour la question. Donc moi, je crois que analyser les conséquences économiques de cette crise sanitaire, donc on peut analyser les conséquences au niveau de 3 volets, au niveau des exportations, des importations, mais aussi au niveau même des finances de nos États. Donc je m'explique.
Pour les importations, M. Diouf l'a souligné, aujourd'hui, la Chine est un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, récemment, on a découvert la place que Wuhan jouait dans le secteur manufacturier mondial. Donc, on a vu que l'arrêt de la plupart de la production industrielle dans cette ville industrielle de la Chine a provoqué des conséquences dramatiques dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc l'Afrique n'est pas épargnée. Aujourd'hui, on voit qu'il y aura des tensions sur les produits, notamment alimentaires, sur les produits, les composants électroniques, les téléphones, etc. Et ça peut avoir une conséquence sur les prix. Donc à court terme, on risque d'aller vers une inflation, donc une augmentation des prix. Mais il ne faut pas oublier aussi le volet exportation. Donc la Chine, c'est le premier marché d'exportation des produits africains, les produits pétroliers, mais aussi les autres produits miniers. Donc la Chine, c'est notre premier partenaire. Donc s'il y a des restrictions au niveau du commerce mondial, notamment nos relations avec la Chine, nos économies risquent d'en pâtir fortement. Donc ces deux volets-là vont de pair. Alors, M. Diandi, vous parlez de la Chine qui est un grand partenaire, et il y a certaines mesures qui ont été prises dans quelques pays africains. Les vols ont été suspendus, justement, des vols en provenance de la Chine. Alors, que pensez-vous de cette mesure ou de ces mesures qui ont été prises? Oui, je vais aller même plus loin. Les États-Unis ont suspendu les vols en provenance de l'Union européenne. Donc c'est parce que c'est une crise sanitaire à ne pas négliger. Donc depuis le début, nos autorités auraient dû prendre le courage à deux mains et vraiment limiter les mouvements de personnes, donc, notamment avec la Chine. Parce que, M. Diouf l'a dit tout à l'heure, nous, notre système sanitaire n'est pas développé. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas la sévérité et l'ampleur que peut avoir cette crise sanitaire, donc tout simplement parce qu'il y a des non-dits. Alors si on laisse entrer ce virus-là et qu'il se propage et qu'il se transforme en pandémie dans nos pays, ça risque d'avoir des conséquences dramatiques, aussi bien au niveau social, sanitaire, mais aussi au niveau économique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la santé, c'est un coût. La santé, c'est le capital humain, la santé, c'est des dépenses. Donc tout ça, donc moi je salue vraiment ces mesures. Bien vrai que ce sont des mesures à court terme qui ont un coût économique énorme. Donc vu nos relations avec le reste du monde, notamment la Chine. Mais il faut savoir prendre les mesures au bon moment. Monsieur Diouf, j'aimerais bien que vous puissiez réagir par rapport à ça. Quel impact pour ces pays qui ont pris ces mesures? Oui, ce n'est pas une mauvaise chose de prendre des mesures difficiles. Interdire l'accès des Européens au marché américain est une mesure difficile pour les Américains. Et même, je pense que le président lui-même voulait interdire le fret, mais je pense que les Américains ont réussi à faire en sorte que le fret ne soit pas exclu, parce que ça poserait d'énormes problèmes non seulement aux Américains, mais aux Européens. Mais pour ce qui est de l'Afrique, heureusement, peut-être que nous aurons moins de problèmes sur cet aspect-là. L'aspect tourisme, par exemple, les Chinois sont plus destination Europe, Amérique, ailleurs, plutôt qu'Afrique. Mais ils ont quand même des entreprises en Afrique, quoi qu'il en soit, les Chinois. Oui. Quoi qu'il en soit, non, je crois que Diandi l'a dit tout à l'heure. Je pense que nous exportons beaucoup de matières premières, du pétrole par exemple. Et on sait que la demande chinoise a vraiment fortement baissé. Et d'ailleurs, ce qui a créé des problèmes un peu au niveau de l'Europe, au niveau de l'OPEP. La demande chinoise est fortement baissée, donc elle va baisser aussi au niveau des pays africains. Et ça, chez les pays africains, c'est encore plus grave parce que les recettes sur les matières premières en Afrique sont importantes dans l'exécution du budget, dans l'exécution de nos budgets. Donc, cela peut exacerber la crise, parce que l'Afrique déjà était dans une sorte de crise avec la baisse du dollar pour tout ce qui est produits pétroliers. Je pense que ça va exacerber la crise, mais je ne suis pas pessimiste parce que je pense que la Chine est en train de vaincre le phénomène et peut-être que le phénomène ne va pas durer plus d'un trimestre. On pense que d'ici 2 à 3 mois, l'épidémie pourra être vraiment jubilée. Ça veut dire que c'est une mesure louable, même si elle est drastique, c'est bien cela?
Oui, il faut prendre quand même ces mesures-là. Je pense que nous avons bien commencé en ne rapatriant pas le personnel. Je pense que les pays européens qui ont rapatrié rapidement leur personnel ont amené le virus dans leur pays. Et je pense donc que c'est normal, mais nous n'avons pas pris les mesures qu'il faut. Nous avons été très laxistes. Il en reste. Nous avons été très laxistes parce que le virus a été transmis par des éléments venant de pays infectés qu'on a laissé entrer au Sénégal d'une manière un peu légère. Je pense qu'on aurait dû, au niveau de l'aéroport, prendre les mesures qu'il faut pour les mettre en quarantaine. Vous voyez que les seuls cas qu'on a constatés en Afrique sont des cas de personnes venant d'Europe. Mais je ne crois pas que nous ayons eu la vigilance qu'il faut. Nous n'avons pas eu la vigilance qu'il faut et donc le virus est maintenant là. Donc il faut composer avec. Mais j'ai bien peur qu'avec nos rassemblements, heureusement que la densité de la population n'est pas très forte en Afrique, ce qui fait que la propagation est moindre qu'en Europe ou en Chine. Mais nos services de santé déficients font en sorte que j'ai bien peur que la chose soit plus grave, même en Afrique finalement, alors que rien ne prédestinait l'Afrique à être un foyer. Donc, vous dites qu'il y a des manquements. Monsieur Djandi, est-ce qu'il faut fermer justement les frontières des pays limitrophes pour éviter la propagation de ce virus, comme a fait d'ailleurs le Gabon et le Cameroun? Bon, je crois que pour de telles mesures, de telles mesures doivent être prises de concert avec les autorités sanitaires. Donc c'est à eux de juger la sévérité de la situation et de décider d'une telle mesure. Mais il faut dire qu'aussi il y a toujours un arbitrage entre les coûts économiques mais aussi le coût sanitaire. Donc c'est pourquoi ce sont des mesures difficiles. Donc en tant que personne non spécialiste du domaine de la santé, on ne peut pas se prononcer à juste titre sur de telles mesures. Mais je crois que est-ce qu'il faut fermer est-ce qu'il justement il faut fermer ces frontières terrestres? À mon avis, pour le cas du Sénégal, par exemple, à mon avis, en ce moment, non. Parce que le Sénégal, on ne peut pas dire que qu'on est en proie d'une épidémie en ce moment, parce que apparemment, les contaminations sont circonscrites, donc sont localisées, sont circonscrites. Donc je ne vois pas pour le moment l'intérêt de fermer les frontières terrestres. Par contre, quand même, on doit être vigilant sur les arrivées en provenance de zones infectées où on voit qu'il y a un foyer de propagation. Pourtant, l'OMS a déjà déclaré que cette épidémie n'est plus une épidémie, ça devient une pandémie. Oui, mais en fait, on ne peut pas vivre en autarcie en fait. Donc c'est pourquoi on doit avoir des politiques ciblées. On ne peut pas aujourd'hui fermer toutes nos frontières. Donc c'est pourquoi moi je préconise des mesures sélectives en fonction des pays en question. Donc si on prend par exemple le cas de l'Italie, on ne devrait pas accepter par exemple une personne venant de Rome par exemple, donc venir au Sénégal sans prendre les dispositions en termes de contrôle, de mise en quarantaine, etc. Donc voilà, donc moi je suis pour des mesures sélectives, donc en fonction de l'analyse de la situation qui est faite. D'accord. Monsieur Diouf, vous voulez réagir par rapport à cela? Oui. Ce qu'on appelle analyser concrètement une situation concrète. Il est inacceptable de laisser passer par l'aéroport des personnes venant de zones où on sait que l'épidémie s'est installée. On devrait pouvoir faire les mesures qu'il faut pour mettre en quarantaine la personne et vraiment s'assurer que la personne ne porte pas le virus. Mais non, je ne crois pas jusqu'à présent qu'on ait réglé un problème essentiel. Comment le virus se transmet? Est-ce que c'est uniquement une transmission interhumaine? Ou bien est-ce que aussi l'animal peut le transmettre? Ou bien est-ce que les végétaux aussi peuvent transmettre le virus? Ça aussi, c'est un problème. Parce que les animaux, les oiseaux qui volent d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, pourraient effectivement transmettre aussi le virus. De la même manière, on le sait, les végétaux, les fleurs, etc., ça pourrait aussi transmettre le virus. Donc, il y a, je pense,
les autorités doivent consulter franchement les spécialistes de la question et prendre les décisions en fonction des recommandations de ces spécialistes. Parlons de décisions, il y a le Cameroun aussi qui a pris quand même une décision importante d'interdire l'importation des poissons venant de la Chine. Et on remarque justement dans le pays, au Cameroun bien entendu, l'augmentation des prix des poissons. Ça veut dire qu'il y a un coût quand même. Oui, les mesures sanitaires et les mesures phytosanitaires en général portent sur non seulement l'alimentation humaine, mais aussi sur l'alimentation animale, mais aussi sur les végétaux. Voilà trois vecteurs de virus. Donc on ne peut pas simplement s'arrêter à l'humain. Donc effectivement, je comprends des pays qui disent qu'il faudrait éviter de consommer. Mais quelque part, il faudrait que l'Afrique aussi pense un peu à produire. Puisque là, le Cameroun vient d'interdire l'importation de poissons. Ça ne manque pas. Ici, en Afrique, justement, il faut réfléchir dans ce sens-là. Comment produire en Afrique? On ne peut pas tout le temps dépendre de ces pays. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que l'Afrique est généralement, essentiellement composée de pays importateurs nets de produits alimentaires. Dans le monde, les pays les plus développés, généralement, si vous regardez, leur agriculture sert essentiellement à fournir les intrants aux entreprises nationales. Donc c'est l'excédent qu'ils exportent. Le problème maintenant avec les Africains, c'est que très souvent, on pense faire de l'agriculture pour trouver des marchés d'exportation. On ne fait pas de l'agriculture pour nourrir essentiellement la population. C'est peut-être pas tellement la préoccupation. Regardez, prenez les pays, tous les pays africains, ils sont contents quand ils arrivent à exporter leur production agricole. Alors que le monde va vers des situations de pénurie, va vers des situations de spéculation sur les actifs, sur les produits alimentaires. C'est sûr, parce qu'il y a déjà une période où on ne produit pas. Donc ça veut dire que, quoi qu'il en soit, la production mondiale va baisser par rapport à la demande mondiale, par rapport à la consommation mondiale. Donc les prix agricoles risquent de connaître justement l'inflation dont parlait le professeur Diandi tout à l'heure. Et je pense qu'il en est de même dans d'autres secteurs. Maintenant, je pense que les gouvernements africains doivent réfléchir un peu sur la situation actuelle. Par exemple, nos pays devraient prendre des mesures qui consistent à s'assurer une sécurité alimentaire. Parce qu'on ne sait jamais. Comme on ne sait pas comment comment l'épidémie, comment la pandémie maintenant va évoluer, il faut tout de suite prendre des mesures de sauvegarde ou des mesures d'augmentation des stocks alimentaires, des mesures de sécurité alimentaire. Alors, Monsieur Diouf disait tout à l'heure qu'il faut prendre les mesures. Il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés et l'Afrique a des ressources, a des matières premières. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour régler cette situation? On a toujours parlé du problème de la transformation structurelle en Afrique. Mais bon, face à ce malheur-là aussi, on peut trouver quelque chose de bon. Aujourd'hui, l'Afrique peut sérieusement penser à développer, à diversifier ses produits, à développer sa base industrielle. Parce qu'aujourd'hui, on va vers certainement une période où les échanges vont être réduits. Donc c'est peut-être une chance, une énième chance qu'on a aujourd'hui pour réfléchir concrètement sur comment vraiment développer notre base industrielle, mais aussi développer nos échanges. Et là, je pense automatiquement au projet de la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale. Tout à l'heure, vous avez parlé du poisson, mais le poisson qui est importé de la Chine, alors que les côtes sénégalaises sont l'une des plus poissonneuses au monde et où on donne des permis à des bateaux étrangers qui viennent piller nos côtes, c'est paradoxal. Donc on laisse nos côtes se faire piller par de gros bateaux étrangers, alors que nos voisins africains vont aller jusqu'en Chine à plus de 1000 km du continent pour chercher Donc il faut vraiment prendre des mesures qu'il faut
pour sauvegarder un peu nos ressources. Alors, nous allons parler un peu du Sénégal. Selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, je cite ce qu'il dit. Au niveau budgétaire, une restriction prolongée sur la mobilité des personnes pourrait entraîner un repli de nos importations en provenance de ces pays avec un impact négatif sur les recettes douanières, se traduisant par la limitation des capacités d'intervention de l'État. Monsieur Diouf, parlons justement de cela. Comment faire pour éviter ce repli dont parle Monsieur le ministre? Oui, je pense que les pays ne doivent pas vraiment compter essentiellement sur les recettes douanières. Je pense qu'on devrait même aujourd'hui avoir honte de parler un peu, de miser sur les recettes douanières pour financer le budget. Il y a les recettes internes, il y a les recettes intérieures comme la TVA. Je pense que c'est cette fiscalité intérieure qu'il faut plutôt mettre en pratique. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est des pénuries. Des situations d'importation se posent, mais on n'importe pas l'essentiel de nos produits en Chine. La Chine est devenue pour nous essentiellement un marché d'exportation. Je pense maintenant que sur ça, effectivement, on peut avoir des problèmes, mais on peut diversifier nos partenaires, on peut trouver... Et ensuite, si ces produits sont stockables, on va attendre un peu. Et il va y avoir ce qu'on appelle il peut y avoir une reprise sous forme de V, c'est-à-dire qu'on a connu un pic, on a connu vraiment une descente, fermeture des ports, des aéroports, donc impossibilité d'exporter, mais si la Chine reprend, il va y avoir un pic réel où on peut peut-être exporter tout ce qui avait été stocké. La crise peut ne pas être aussi grave qu'on le pense. Hein. Il faudrait aussi, de mon point de vue, on l'a dit, hein, transformation structurelle de nos économies. Nous avons un marché intérieur africain qui est, de mon point de vue, très pertinent, qui est très dynamique et qui, dans quelques années, en 2030, en 2050, va être le plus important marché du monde. Ce n'est pas uniquement les stratégies de zones de libre-échange qui vont permettre de régler la question. Je pense que c'est les stratégies d'industrialisation. Justement, plutôt. Il faut donc plus de stratégies pour ces entreprises africaines qui dépendent quelque part de la Chine. Monsieur Diandi, vous pouvez répondre justement par rapport à cela? Bon, oui, mais moi, je pense déjà que, avant de venir aux stratégies, que la priorité pour nos États, c'est d'abord de juguler cette crise. Donc, ce n'est pas la première fois qu'une crise sanitaire se pose au niveau mondial. En 2001-2002, il y avait le SRAS, donc ça a duré 6 mois. Il faut qu'on attende de voir exactement comment va évoluer la crise. Et voilà. Donc, mais pour moi, à court terme, la priorité, c'est vraiment de contenir la propagation du virus. Par contre, pour les stratégies, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on règle de manière conjoncturelle. Donc je crois qu'on doit s'inscrire dans une vision à long terme et avoir des partenariats francs entre nous, pays africains, pour développer le potentiel qu'on nous porte depuis toujours. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on soit aussi dépendant de l'extérieur. Donc, c'est encore une opportunité qu'on a pour vraiment réfléchir sur comment transformer davantage nos économies structurellement et avoir un processus de développement, je ne vais pas dire autarcique, mais quand même autocentré. Parce qu'aujourd'hui, le monde va vers cela. Si vous regardez un peu la décision de Trump de fermer ses frontières précipitamment, c'est parce qu'il s'inscrit dans une logique de guerre commerciale. On doit toujours donc aujourd'hui anticiper, se prémunir de cela et être moins dépendant aux chocs exogènes. Alors là actuellement, l'Afrique compte environ 100 cas positifs du Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on a parlé des pays individuellement, mais de façon générale, est-ce que d'un commun accord, l'Afrique peut se réunir pour trouver ce qu'il faut et pour éviter justement cette propagation du virus? Elle devrait le faire, l'Union africaine devrait le faire, c'est le leadership africain qui est aujourd'hui en cause. Est-ce que dans nos pays, les communautés économiques régionales par exemple,
ont vraiment pris le problème comme il faut. Je pense que l'Union africaine essaye de faire des efforts. Je pense que l'UEMOA s'est réunie comme la CEDEAO, mais c'est pas un problème qu'on peut régler. C'est pas simplement un problème. Quand une industrie a une baisse de la production, elle a les outils pour rapidement régler le problème. Mais là, il s'agit de construire des industries nouvelles. Il s'agit d'avoir des stratégies qui rendent l'Afrique autonome d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'Afrique ne peut pas vivre en autarcie. Je veux dire que l'Afrique ne peut même pas prétendre être indépendante économiquement, mais elle peut travailler sur l'interdépendance économique. C'est-à-dire que les autres dépendent aussi de nous autant qu'on dépend d'eux. Je pense que c'est ça que Cheikh Anta Diop d'ailleurs disait en poussant les Africains à essayer de mettre en place des communautés économiques viables, hein, qui pourraient permettre aux Africains d'occuper le marché intérieur africain. Nous avons les différents climats du monde en Afrique. Nous pouvons faire pousser n'importe quel produit en Afrique, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit les produits pharmaceutiques, etc., etc. Donc je pense qu'il est possible d'avoir des stratégies qui puissent contenir l'épidémie. Alors, nous allons arrêter justement l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On comprend bien que le virus touche progressivement l'économie africaine et il va falloir prendre des mesures considérables pour sauver cette économie. Alors, nous avons reçu sur ce plateau Elhadji Aliou Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, et vous êtes également spécialiste en économie internationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, je vous en prie, c'était un plaisir. Très bien. Juste en face de vous, Monsieur Idrissa Djondi, vous êtes enseignant chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. Merci également à vous. Merci beaucoup, c'est moi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur Média 1 TV Afrique.